Depuis 9 ans, les éditeurs de Science pour tous publient la BD des meilleures thèses sur le thème de la fête de la science. Cette année, c'est l'eau dans tous ses états. C'est le fameux Science en bulle. Mais savez-vous comment on transforme une thèse de doctorat en BD? C'est l'un des exercices éditoriaux les plus difficiles. Voilà les 7 doctorants et le vrai titre de leur thèse. C'est vous dire combien c'est pointu. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre la réalisation du Science en bulle 2024. Ça commence par une rencontre entre le doctorant et notre illustratrice Héloïse. Il faut qu'ils se comprennent, l'un expliquant sa thèse, l'autre tentant de traduire et en dessin son propos, sous l'œil expert de notre éditrice, Nathalie. Science en bulle, je ne connaissais pas avant l'appel de cette année. J'ai vraiment découvert par la transmission de cet appel en ligne par Lyon 2, par mon université. Et j'ai trouvé la proposition super intéressante et super originale aussi, parce que c'est rare de présenter sa thèse d'une forme un peu différente et qui peut pour une fois un peu plus parler au public, qui n'est pas forcément en train de lire nos thèses de 500 pages à la fin de notre soutenance. Je travaille en géoarchéologie, c'est-à-dire c'est un mélange entre la géographie et l'archéologie. C'est vraiment de l'interdisciplinarité. Et l'idée, c'est d'essayer d'utiliser des outils du géographe pour reconstruire les paysages, par exemple, dans le but de répondre à une problématique archéologique. J'aime bien la page du début, où il y a... c'est le moment, en fait, où on parle un peu de tous les clichés qu'il y a sur les Étrusques. Et donc, on fait référence à des passionnés qui vont dire certaines choses sur les Étrusques, qui sont fans de... c'est centré sur le funéraire, qui aiment bien la religion, toutes ces choses-là, la superstition. Et en fait, cette comparaison ensuite avec aussi, si on demandait par exemple à des Grecs ou à des contemporains des Étrusques, qui diraient complètement autre chose. Et donc là, c'est bien montré une dynamique un peu agressive. Voilà. Donc là, il y a un côté un peu comique dès le début, je trouve, dans cette page. C'était assez rigolo où en fait, il y a eu plein d'échanges par rapport en fait à simplement une case où il y a une maison. En fait, c'était sur la question de la reconstitution des environnements où en fait, on a aussi placé des populations dans l'environnement. Et donc, c'était des échanges un peu pour me demander, mais les maisons étrusques, elles ressemblent à quoi? Et je ne sais pas. Et si on met ce toit de cette couleur, oui, c'est pas mal. Mais alors d'une autre couleur, est-ce que ce serait pas mieux? Et donc, en fait, on a eu, je pense, le plus d'échanges sur la couleur des toits pour les maisons que sur le fond. Mais je pense que c'est ça qui fait, c'est dans le détail, en fait, que la BD se fait le mieux. Mon sujet traite de l'étude de petits échantillons qui viennent de l'espace et qui ont été récupérés à la surface d'un petit astéroïde et qu'on a reçu par chance ici à l'université de Lille. Et on tente de comprendre ce que ces échantillons racontent. On avait déjà travaillé sur des textes, mais c'est vrai que l'approche ici de mettre en image est totalement différente et donc ça amène une structure de texte qui est radicalement différente et qui est enrichissante à explorer. Il fallait trouver une solution de comment on pouvait éventuellement manipuler ces grains-là qui sont extrêmement fragiles et extrêmement petits puisqu'on les voit même pas à l'œil nu. Et donc, on peut pas utiliser une pince pour les attraper et les déplacer. On risquerait vraiment de les écraser. Ce serait vraiment dommage, des échantillons aussi précieux. Donc, on a mis au point, en fait, une méthode qui permet, par électricité statique, de rentrer en contact avec un cheveu, poil de bras en l'occurrence, avec l'échantillon, le grain, et par électricité statique, le grain vient adhérer à ce poil-là et on peut les déplacer librement, sans risquer de les abîmer. Alors j'ai trouvé ça super parce que j'avais toujours eu l'habitude de le voir sous forme de texte, ce sujet-là. Et puis on s'en fait des idées, forcément, on imagine des choses. Donc moi j'avais fait passer quelques idées à Héloïse de choses que j'aurais bien aimé voir éventuellement. Et puis de voir que certaines choses avaient été reprises par Héloïse parce qu'elle trouvait l'idée plutôt bonne, voir aussi qu'elle avait réinterprété certaines choses. Je trouvais ça vraiment top, vraiment génial. Ma thèse, elle porte sur la réaction des baleines à bosse au bruit des navires et sur l'efficacité d'un signal qui serait utilisé pour lutter contre les collisions entre les baleines à bosse et les navires. On n'a pas conscience qu'il y a autant de collisions entre les cétacés et les navires en général. Et oui, aussi pour l'aspect pollution sonore, je pense qu'on se rend pas compte du bruit qu'on fait sous les océans. On a souvent tendance à décrire les océans comme
le silence. Et alors qu'en fait, c'est très bruyant. Enfin, le son se propage encore mieux dans l'eau que dans l'air. En fait, on l'a testé l'été dernier à Madagascar, donc on sait que ce type de manip fonctionne. Et là, maintenant, l'été prochain, le but, c'est de tester justement les signaux d'intérêt. Celle où on cherche une baleine sur laquelle déployer des balises, parce que c'est là qu'on montre que vraiment c'est l'étape la plus compliquée. Trouver une baleine qui se laisse approcher et qu'on réussisse à mettre la balise sur la baleine. Et ouais, je trouve que cette page est particulièrement marrante parce qu'il y a à la fois une référence à mes encadrants qui ont le mal de mer et qui pourtant travaillent quand même depuis des années sur des bateaux. Donc bah, c'est montrer que bah, c'est pas grave si on a le mal de mer, on peut quand même faire ce métier. Et la deuxième, c'est voilà montrer qu'on voit une baleine, ah ben non, elle s'en va. On voit une baleine, ah ben non, on n'arrive pas à l'approcher. Alors moi, en fait, je travaille sur les solutions fondées sur la nature pour le traitement de l'eau, et en particulier sur les filtres plantés. Et en gros, on regarde l'influence de la faune du sol sur le traitement de l'eau dans ces systèmes. Et en particulier, on introduit des vers de terre dans nos systèmes et on regarde comment ils modifient les propriétés du filtre et sa capacité à éliminer les polluants. Et puis aussi parce que je pensais que ça pourrait être pas mal à illustrer, hein, parce que justement, comme on utilise des vers de terre, ça parle un peu à tout le monde, puis ça permet de parler un peu de la vie dans le sol, parce que souvent on a un peu l'impression que le sol c'est quelque chose d'inerte, alors qu'en fait il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Il y a eu le premier volet avec le texte que j'ai rédigé et qu'on a retravaillé ensuite pour le soumettre à donc Héloïse et Nathalie. Et à la suite de ça, donc on a fait un premier entretien où, en gros, Héloïse m'a posé les questions qu'elle avait par rapport au texte que j'avais rédigé, pour clarifier les choses et pour s'assurer qu'on s'était bien compris. Et en fait, bah, c'est principalement ça qui s'est passé. Et puis après, donc Héloïse est venue avec une première version. Et en fait, on était déjà pas si loin que ça, en fait, de la version actuelle. Dès le départ, je pense qu'on s'est plutôt bien compris et donc finalement, bah, ça a plutôt bien fonctionné parce que ouais, dès la première version, je trouvais que ça retranscrivait plutôt bien ce que j'avais mis à l'écrit. Donc après, c'était vraiment des petites retouches, quoi. Bah par exemple, il y avait un mécanisme de modification de l'écoulement de l'eau dans mon système par la présence des galeries de vers de terre. Elle a représenté ça avec un espèce de labyrinthe et avec un chronomètre pour montrer le temps que ça passait, que l'eau passait dans le système. Et du coup, bah, ça rendait quelque chose qui, au départ, quand on l'explique, est pas forcément évident. Bah, ça le rendait voilà, hyper simple en fait. Juste avec 2 dessins, on arrive mieux à comprendre que avec des explications à rallonge, quoi. Moi, je travaille sur la couleur de l'océan et je regarde son lien avec ce qui se trouve à l'intérieur et notamment le phytoplancton, qui est une microalgue qui est à la base de la chaîne alimentaire et qui permet aussi d'absorber une partie du carbone, du CO2 qui est présent dans l'atmosphère. J'avais déjà une image d'un satellite humanisé qui pourrait parler avec un flotteur humanisé. Mais parce que, ben, encore une fois, on a beaucoup d'activités là-dessus autour du flotteur. Donc, le flotteur, c'est un robot sur lequel je travaille et qui apparaît dans la BD. Et on l'humanise déjà beaucoup à travers nos actions de médiation. Donc, ouais, c'était hyper satisfaisant et très chouette à voir. Et du coup, c'était dur après d'aller chercher les détails pour dire il y a des petits trucs qui vont pas parce qu'on est tellement waouh! Le résultat final, je l'ai vu progressivement parce que moi, je fais partie des derniers à avoir fini parce qu'on avait encore des petits points d'accrochage sur certaines phrases. Globalement, ça résume beaucoup de choses en très peu de cases et que c'est accessible. Donc, c'est cool. Et son vrai nom, c'est un BGC Argo. Mais le nom qu'on lui donne ici, parce que c'est notre mascotte, c'est Floaty, parce que c'est un flotteur. Mais dans la BD, il a pas vraiment de nom. Il s'appelle un robot. Il s'appelle un BGC Argo. Il a son vrai nom en fait.
j'attache une importance particulière à la sensibilisation au grand public au sujet scientifique et notamment à ma thèse qui est en lien avec la préservation de l'environnement et aussi pour faire connaître un petit peu aux gens dans l'Hexagone les mangroves, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, même en France, ce que c'est les mangroves. Et c'est un écosystème qui est très important pour l'environnement en général, et notamment pour le stockage du carbone. Donc, je me suis dit que c'était chouette. Et puis, les bandes dessinées, c'est un moyen très ludique et sympa pour tout le monde, pour essayer de comprendre un petit peu la science. Donc, alors, il y a eu une première étape où on a dû faire un petit peu de médiation, de vulgarisation scientifique de notre sujet, essayer d'expliquer de manière la plus simple possible, sans trop simplifier non plus et rester juste d'un point de vue scientifique. Puis, on a eu des visios avec Nathalie et Héloïse pour mieux expliquer le sujet. Donc, j'avais préparé un petit document avec des photos et puis du texte. Puis, on a eu un premier échange pour voir ce que elles en avaient compris, pour clarifier certains points, pour que j'explique mieux des définitions qui n'étaient pas suffisamment claires pour le grand public. Et après, donc, il y a eu la première version des crayonnés d'Héloïse. Et après, de là, il y a eu, j'ai regardé, il y a eu des modifications à faire. Donc, il y a eu plusieurs échanges avec plusieurs versions jusqu'à ce qu'on obtienne cette version finale. Il est quasiment fini. Il n'y a plus que quelques détails à modifier et c'est très, très sympa de voir la concrétisation de tout ce travail collectif et c'est vraiment trop chouette de voir la version finale. J'ai hâte de le voir en papier. Il y a eu 2 moments compliqués, je pense, pour moi, au début, pour expliquer des concepts qui me paraissaient, pour moi, vraiment clairs, comme le concept du lagon et le concept de la mangrove, puisque moi, je suis née en Nouvelle-Calédonie et je viens des îles, et pour moi, le lagon et les mangroves, c'est inné, quoi. Et je me suis rendu compte que pas pour tout le monde. Et là, c'était compliqué parce que c'était pour moi comme expliquer le concept d'une forêt. C'était un petit peu, je ne savais pas par où commencer, donc ça, c'était la première difficulté. Mais bon, on a réussi on a réussi à le faire. Et la deuxième, c'était pour des concepts plus compliqués, c'est le concept de la complexation que j'explique dans la BD. Et c'est en fait une relation qui existe entre la matière organique dissoute et les métaux. Et c'est quelque chose qui n'existe pas, on peut pas, qui n'est pas illustré. Et donc là, c'était un concept un petit peu, c'est un concept compliqué qu'il fallait voir comment l'illustrer. Et ça, Héloïse, elle a fait quelque chose de génial là-dessus avec des petits bonhommes trop chouettes. Et ça résume vraiment bien ce phénomène. Donc, je trouve ça hyper cool. La page qui explique le fonctionnement de la mangrove avec les feuilles qui tombent, les branches qui tombent, ensuite qui se dégradent dans le sol, puis qui sont exportées vers le lagon. Je pense que c'est ma page préférée, celle-ci. Le Science en Bulle est offert par ton libraire dès le 4 octobre. Tu auras peut-être la chance d'y croiser un auteur ou un doctorant. Bonne fête de la science!